Amis rôlistes, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un jeu qui est pas tout neuf, hein, qui a déjà vécu. Euh, et euh, et c'est un jeu français. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de Night. Alors pourquoi en parler aujourd'hui de Night? Tout simplement, alors déjà, je ne vous l'avais jamais présenté. Donc c'est déjà une bonne raison. Et surtout, là, en fait, Night est un jeu qui fête ses 10 ans. Hein, quand, bah, là, maintenant, Night est sorti il y a 10 ans. Et c'est une pure création française, hein. Donc en fait, il faut quand même le souligner. Et quand même 10 ans sur un jeu de rôle, surtout à l'heure actuelle, c'est déjà une très très belle longévité. Alors Night, en fait, c'est un jeu de Colin Pigna et Simon Gabillot, qui, si vous faites les salons, les conventions, vous verrez avec plaisir leur passion pour leur jeu, pour leur bébé. Et moi, je voulais vous en parler aujourd'hui. Hein, donc, c'est chez Entremonde Édition. Alors, déjà, je voulais commencer par, comme d'habitude, vous parler de la forme. Alors sur la forme, je vais vous parler du poids, parce que c'est un bouquin qui est gros. Alors, pour moi, quand un bouquin est lourd, déjà, c'est une mauvaise indication pour mes préférences à moi. Et effectivement, dès qu'on l'ouvre, eh bien, qu'est-ce que c'est? On a du magnifique papier glacé qui est lourd, alors, en plus, c'est du papier glacé qui est hyper glissant. Pour moi qui j'aime annoter mes livres, oui, j'aime annoter mes livres parce que pour moi les annoter, bah, ça fait partie de la vie d'un bouquin. Donc bien sûr sur le papier glacé, on ne peut pas, ça reflète la lumière, c'est horrible. Ça, j'aime pas du tout, mais c'est hélas assez courant de nos jours. Bon, passé ce détail, hein, comme d'habitude, hein, je vous invite, chers éditeurs, à arrêter le papier glacé. Voilà, voilà. En tout cas, ça me fera plaisir. Peut-être pas à tout le monde, mais à moi, ça me fera plaisir. Par contre, alors, au niveau de la maquette, là, on est dans une maquette absolument sans reproche. Hein. Et vous voyez, c'est très clair. C'est du deux colonnes. Rien à dire à ce niveau. Rien à dire non plus sur la traduction, vu que c'est un jeu français, c'est bien écrit. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Moi, j'aime bien. Vous voyez, on reprend aussi des codes couleurs un peu partout sur les chapitres. Et puis, alors, je ne sais pas si vous allez le voir, parce que comme je vais vous montrer la tranche, oui, on a un gros paquet noir là, sur la tranche. Enfin, et ça, c'est noir parce que c'est réservé au maître de jeu. Pourquoi? Parce que Night est un jeu à secret aussi. Donc, c'est pour ça que dans cette présentation, je ne vais pas vous révéler les secrets, même si le jeu a 10 ans, il y en a peut-être qui le découvrent que maintenant, et je ne voudrais pas gâcher le plaisir ni de lecture, ni de jeu. Voilà, voilà. Alors, il y a les illustrations, bah, les illustrations sont pour moi assez chouettes. Hein. Vous en avez quelques-unes très sympas, pleine page. Hein. Celle-là, elle est vraiment magnifique. Donc au niveau illustration, au niveau présentation de ce jeu, moi je n'y vois rien à dire. Ça c'est aussi très très beau. Hein. Donc voilà. Les portraits, non non, c'est un bon beau jeu. Donc ça à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Juste un bémol, mais j'en parlerai un peu plus tard. Voilà. Ça, c'est la feuille de personnage et je la trouve vachement technique, vachement condensée. Je trouve qu'on a un peu de mal à la lire. Bon, ça doit être une question d'habitude, mais à ce niveau-là, je suis pas un gros fan, on va dire. Voilà, ça, c'était pour la présentation. Je vous ai dit qu'il faisait 450 pages. Bah voilà, je vous l'ai dit. Donc ça, c'était pour la présentation de la forme. Alors maintenant, comme d'habitude, on va parler de où on joue, comment on joue, qu'est-ce qu'on joue, etc., etc. Donc je vous invite à me suivre dans cette présentation. Alors, où joue-t-on dans Night? En fait, donc Night, c'est un jeu. Alors, c'est un jeu, on va dire, apocalyptique, horreur, machin, etc. Mais vous allez voir, on a un background, un setting très touffu et très très intéressant, en fait.
Donc, l'action se passe dans les années, à la fin des années 2030. Hein. Mais d'ailleurs, le bouquin en fait commence par là. Je vais vous montrer un petit peu, mais je vais surtout vous expliquer un peu le setting et ce que j'en pense. Voilà. Alors, le premier chapitre, c'est un peu d'histoire. On vous parle de la création d'Eurocorps, la création du NAU, donc Eurocorps, grosso modo, c'est une armée européenne destinée à remplacer les forces armées de chaque pays. Ce qui a un petit écho en fait dans notre triste actualité du moment, on va dire. Voilà, on va vous parler de la création du dragon asiatique, donc toute la puissance en fait de toute l'Asie, de toute la Chine, etc. Le Nodashi, c'est une organisation plus ou moins militaire. Enfin, c'est pas plus ou moins, c'est une organisation militaire en fait destinée à donner une armée au Japon. Alors tout ça, je vous parle de ça parce qu'on est en fait, c'est juste pour cadrer la chose, parce que ça prend 3-4 pages, hein, tout simplement parce que tout ça, c'est avant la période où on joue. Et la période où on joue, c'est avec la venue sur Terre de l'anathème. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Alors, l'anathème, un jour, alors ça s'est passé, c'est en 2034, si je ne me souviens... Oui, en 2034. En 2034, les nuits ont commencé à devenir un peu plus longues, insidieusement, comme ça. Puis, il y a eu les ténèbres, en fait, ont envahi la Terre et ne sont pas, quand le soleil s'est levé, ne l'ont pas libéré dans une grosse partie du Proche-Orient. Personne n'est jamais sorti de là-dedans. Les équipes de secours qu'on a pu envoyer pour aller voir ce qui se passait ne sont jamais revenues non plus. Donc déjà, il y a un truc qui clochait quand même beaucoup, hein, parce que ça veut dire qu'il y a eu des millions de personnes qui ont disparu là. Puis sont arrivées d'autres tâches des ténèbres, peut-être un peu plus moins impénétrables, on va dire. Une sur l'Europe, une sur la Chine, sur les États-Unis et une au milieu de l'Afrique. Avec tout ça, en fait, des gens qui disparaissent. Hein, là, on a pu envoyer, on a envoyé du monde sur place. On y a trouvé en Europe, on y a trouvé des abominations, des monstres absolument horribles. Par contre, toute la population avait également disparu. En Chine, on avait plutôt la nature remplacée par des morceaux de chair, des pieds, des yeux, des viscères, pas après des arbres comme cela, de chair en fait. Aux États-Unis, ça a plutôt été en fait des agglomérations de technologies un peu archaïques, pas archaïques, complètement impossibles, on va dire, mais vivantes, qui attaquaient les gens quand on rentrait dans ces fameuses ténèbres. Et en Afrique, en fait, toute une partie gelée, mais gelée pas à moins 10, pas à moins 30, à moins 70, hein, vous voyez ce que vous voyez. Et tout ça, en fait, ces ténèbres qui commençaient à s'étendre, hein, donc qui annonçaient une fin du monde certaine. Alors, juste un truc, je regrette simplement, moi, qu'on n'ait pas eu une carte, en fait, de toute cette évolution. Hein, parce que, donc, on nous en parle ici, hein, de l'arrivée de l'anathème. Hein, donc, il doit être quelque part par là, la seule carte, en fait, du bouquin. Non, elle n'est pas là, d'ailleurs. Eh ben, je ne sais plus où elle est. Voilà, Fred, bravo. T'as noté page 62, mais elle n'est pas page 62. Bon, bref, c'est pas très très grave. On a une carte, comment dire, unique, assez petite. Et ça j'aurais préféré avoir quelque chose de plus représentatif. Alors, en sachant qu'il y a un site internet de Night qui vous propose justement une carte comme ça. Voilà.
Voilà, la seule carte en fait du jeu se trouve ici. Vous voyez, vous avez le domaine de la chair. Alors ça, ce sont les ténèbres absolument impénétrables. Là, donc la chair, c'est sous toute la Chine, toute l'Asie. Le domaine de la bête, qui est toute l'Europe. Le domaine de la machine, qui est sur la côte est des États-Unis. Et le domaine de la dame, en fait, qui est au plein centre de l'Afrique. Alors, comme je vous ai dit, chaque endroit où l'anathème s'est développé, en fait, on a effectivement des effets différents. Et on a noté, et en fait, on a appelé ces domaines-là qu'on pense qu'ils sont dirigés par des seigneurs. Hein. Alors, tu vas me dire, Fred, ouais, tu es en train de nous présenter Torg, hein, différents endroits, des seigneurs, des effets différents. Et des seigneurs peut-être qui viennent, on ne sait pas s'ils viennent sur Terre ou d'une autre dimension. Tu es en train de nous vendre Torg. Et en fait, non, je ne suis pas du tout en train de vous vendre Torg, car en fait, Night va vraiment beaucoup plus loin que Torg, je trouve, et est beaucoup plus cohérent également. Alors, voilà, les différents domaines. Alors, il y a un moment donné dans l'histoire, je continue à vous présenter un peu le setting, les ténèbres sont un peu reculées. Et là, ça a laissé effectivement derrière des territoires complètement dévastés et sans aucun habitant, où le peu qui reste, et avec ces monstres et ces, comme je vous ai dit, hein, associés. Et les habitants, bah, on n'en a pas beaucoup retrouvé. Les seuls retrouvés étaient atteints par ce qu'on appelle le désespoir. Car, effectivement, cet anathème et cette fin du monde entraînent chez les humains, en fait, une forme de désespoir, hein, de ne plus avoir foi du tout en l'avenir. On les appelle les désespérés. Et les fameux désespérés, en fait, se mettent à attaquer leurs congénères. Donc, on les combat également autant que les monstres de l'anathème. Voilà, donc ça, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que 2 ans après l'apparition de l'anathème, il y a eu 24 personnes, alors 24 personnes, mais des personnes haut placées, hein, imaginez Elon Musk, par exemple, imaginez Jeff Bezos, par exemple. Et donc, il y a eu 24 personnes qui contrôlent des grands groupes comme ça, qui se sont déclarés étant immortels. Ils avaient découvert l'immortalité et étaient là pour sauver l'humanité. Alors, bien entendu, ils ont prouvé, certains ont prouvé qu'ils étaient bien immortels en se suicidant en direct et en revenant à la vie. Comment est-ce possible ? Allez savoir. Et toujours est-il que, bon, alors bien entendu, il y a eu plein de... les gens ont dit que c'était à cause d'eux, que l'anathème, que c'était un coup monté, etc., etc. Mais la plupart des gens, en fait, ont accueilli l'arrivée de ces immortels comme peut-être le salut de l'humanité. Et justement, pour prouver le fait qu'ils étaient là pour sauver l'humanité, ces 24 immortels ont commencé à ce qu'on a appelé, à construire ce qu'on appelle maintenant des arches. Alors les arches sont en général construites sur les anciennes villes. Il n'y a plus de notion de pays. Hein, alors les arches, ce sont des villes gigantesques, en fait, où on arrive avec des dômes de lumière quand c'est nécessaire, quand il y a des offensives, effectivement des ténèbres, les gens se réfugient dans ces dômes de lumière, et cette lumière, en fait, repousse les ténèbres et donne un havre de sécurité à tous leurs habitants. Alors, mais bien sûr, tout ça, ça a un prix, car vous allez être pucé, vous allez en fait laisser votre liberté pour la sécurité. Hein. On est dans un monde avec des grades au niveau de la société, des échelons. Hein. Je ne sais pas si je vais vous le retrouver tout de suite là, mais les citoyens des arches. Est-ce que je vais vous le retrouver ? Il y a des échelons en fait en fonction les citoyens, c'est pas ça, ça c'est les rebuts. On en parlera après. Ah, bien sûr, je l'ai pas là.
Je ne l'ai pas là. Les échelons, donc les échelons, bah voilà, l'échelon 9, c'est les indigents. L'échelon 5, c'est les chefs de service, jusqu'à l'échelon 1, qui est l'administrateur général, en sachant qu'il y a des quartiers qui sont réservés à un certain niveau d'échelon, et qu'on a même, en fait, ces fameux dômes de lumière protecteurs vont être plus près des gens des échelons supérieurs que des échelons inférieurs. Vous voyez déjà, donc on est un peu dans un monde orwellien, hein, dans ces fameuses arches, dirigées par des immortels, des tout-puissants. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, toute l'humanité n'a pas accepté ça. Il y en a qui n'ont pas voulu rejoindre les arches, qui sont restés à l'extérieur ou à la merci de l'anathème, à la merci des ténèbres, à la merci des monstres sortant des ténèbres. On les appelle les rebuts. Ils sont très très mal vus par les immortels et les gens qui habitent effectivement dans les arches. Hein. D'ailleurs, on les appelle les rebuts, les parias, mais on y viendra à la fin des parias. Donc voilà. Alors, au niveau du setting, déjà, donc, comme je vous ai dit, on vous parle de différents seigneurs qui arrivent sur Terre, qui développent des espèces de ténèbres où les gens disparaissent, etc. Il commence à avoir des monstres, en fait, à la périphérie des ténèbres. Les ténèbres s'agrandissent. La fin du monde est proche. Là-dessus arrivent des gens qui se déclarent immortels, construisent des arches, etc. On ne sait pas pourquoi ils sont immortels, on ne sait pas grand-chose, voilà. On se dit peut-être même que c'est eux qui ont créé cet anathème. Les gens ont une espèce de désespérance en eux qui va grandissant et qui forment ces fameux désespérés qui vont se regrouper en hordes et attaquer les humains, on va dire, non désespérés. Alors là, vous avez peut-être le côté horde zombie, vous voyez un peu ce que je veux dire, bien que ça ne soit pas des zombies, on est bien d'accord. Et là, rien que ça, un jeu, il en fait son setting. Mais Knight va plus loin. Alors Knight va plus loin, parce qu'en fait, il y a quelques années, un homme vêtu d'une armure technologique, d'une méta-armure, a réussi à Dublin à repousser l'anathème à lui tout seul, avec cette armure absolument fantastique, extraordinaire, lui donnant l'aspect d'un chevalier moderne. Et pourquoi je vous dis chevalier moderne? Parce que c'est là où a été fondé le Knight. Le Knight, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation... alors, cet homme, avec son armure, on l'a très vite appelé Arthur, et celui qui a fabriqué l'armure, on l'a appelé Merlin, et on a repris tous les codes, en fait, des chevaliers de la table ronde, là pour retrouver la lumière au milieu des ténèbres, pour retrouver le Graal au milieu des ténèbres, et cette organisation s'est développée, effectivement, avec ces méta-armures. Alors, je sais pas vous, mais en fait, des chevaliers en méta-armure, eh ben, avec des gros guns, etc., eh ben, ça roxe du poney. Et là, on se retrouve avec un monde apocalyptique, avec des chevaliers de la table ronde dans un monde moderne, avec un code de chevalerie, avec une hiérarchie bien définie. Bref, c'est effectivement le gros principe du jeu. Vous allez jouer effectivement ces chevaliers en méta-armure, avec leurs gros guns, qui vont faire de différentes missions. C'est un jeu à mission. Qui vont aller sauver des gens dans l'anathème, qui vont essayer de repousser des monstres, enfin voilà, ouais, un peu tout ce qu'on peut. Enfin, ça va même au-delà. Hein. Il y a des scénarios qui sont proposés qui sortent un peu de ce cadre, mais en gros, voilà, vous allez, ça va être
du gros Gundam, presque, j'oserais dire. Voilà, voilà. Donc ça, c'est le principe de base. Vous allez jouer le Knight. Alors, je vais vous en parler un petit peu du Knight. Alors, le Knight. Le Knight, ben voilà. Donc ça, nous avons Arthur. Et en fait, le Knight a été... voilà, Arthur et Merlin. Merlin, c'est celui... Alors, selon la légende, en fait, on lui a donné une méta-armure rutilante, hein, une femme, hein, et cette méta-armure a été nommée Excalibur. Et après, Merlin a développé des différentes sortes d'armures pour ses chevaliers. Donc là, on est vraiment dans la légende de la table ronde, revisitée, on va dire. Hein. Donc la fondation du Knight, on va vous expliquer tout ça, parce que ça tombe pas... Ça tombe pas comme ça sur le cheveu, comme sur un cheveu sur la soupe. Hein. On vous explique tout ça, on vous explique l'organisation. Donc vous voyez, les organisations sont par section. Donc là, qui est à chaque fois, bah, ce sont des chevaliers de la légende arthurienne revisités pour ce monde moderne, apocalyptique, de 2037. Alors, vous voyez, vous avez Gauvin. Alors, à chaque section a ses spécialités. Hein. Je ne vais pas vous les détailler tous. La section dragon, la section corrigan. Donc, on vous explique partout, en fait, quelles sont les missions auxquelles elles sont assignées. Bohort, Dagonet, Bédiver, Sagramore, tout ça, ce sont des chevaliers, effectivement, de la légende arthurienne. Bien sûr, tout le monde ne va pas pouvoir rentrer au Knight, hein, il faut avoir fait des hauts faits. Il y a, je crois, à peu près 1000 chevaliers qui existent. Qu'est-ce que je vous ai vous dire d'autre Ah oui, le Knight est très hiérarchisé, comme je vous disais. Donc, je vous parlais de la quête du Graal. Alors, on peut avoir des chevaliers noirs. Hein, il y a des chevaliers qui se sont ralliés du côté de l'anathème. On verra ça comment. Il y a une mécanique dans le jeu qui est prévue pour. Et là, vous avez ici, pardon, le code d'honneur du Knight. Alors, donc c'est quelque part le code d'honneur de la chevalerie. Alors, on a des choses, tu croiras à tout ce qu'enseigne Arthur et tu observeras ses commandements. Déjà, vous voyez, bon, Arthur, il dit quelque chose, vous y croyez, terminé. Il dit ce qu'il veut. Tu protégeras le Knight au péril de ta vie, tu auras le respect de toutes les faiblesses humaines, tu aimeras et chériras l'art comme la lumière, tu ne reculeras jamais devant les ténèbres. Alors l'art, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu que les œuvres d'art... Alors, aux abords des ténèbres, les couleurs deviennent plus ternes, mais les œuvres d'art vraiment, je ne sais pas, la Joconde par exemple, rien que sa présence repousse les ténèbres. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais c'est le cas. Donc on va vous expliquer le Knight et le monde, parce qu'il y a d'autres organisations, comme je dis. Il y a le Nodashi. Le Nodashi, un truc paramilitaire alors c'est pas des chevaliers, hein, mais avec des armures. Et eux aussi, ils ont des armes technologiques plutôt basées sur les samouraïs. Mais ici, là, on joue le Knight. Donc on va vous expliquer les chevaliers et la loi, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Le Knight et l'anathème. Les chevaliers en relation avec les arches, en relation avec les immortels. Camelot, vous voyez, qu'est-ce que c'est? Il a été offert, en fait, c'est Westminster, est devenu Camelot. Moi, j'aime bien tout ce genre de choses, c'est très enfin, tout est expliqué et c'est vraiment très, très cohérent. Donc, en fait, il y a des méta-armures, comme je vous ai dit, surpuissantes. Il y a 9 modèles. Je vais montrer ça tout à l'heure. Donc vous allez jouer un chevalier avec une méta-armure. Il y a 9 modèles. Il y a une seule à choisir. Hein, il n'y en a pas énormément. Donc vous ne pouvez pas revenir à Camelot et puis dire bon, finalement je prends l'armure Warmaster, je laisse mon armure Priest. Non, non. Vous en choisissez une au départ et vous allez la garder. Mais on va y venir plus tard. Voilà, en gros... le setting. Donc vous voyez, vous avez la chronologie aussi, chronologie de la fin du monde. Alors tout ça, bien entendu, c'est tout ce qui va être à disposition du joueur. Parce que dans ce monde, il y a des secrets et toute la partie MJ va expliquer tous ces secrets. Mais ça, on y viendra après. Je vais déjà vous parler du système. Alors Knight se joue avec des D6, et uniquement des D6. C'est ce que les auteurs appellent le système combo.
C'est-à-dire, on va prendre la feuille de personnage, je reviendrai là-dessus plus tard, mais c'est-à-dire, vous voyez, ça, ce sont des caractéristiques. Déplacement, force, endurance. Pourquoi je fais sur la ligne? Parce qu'en fait, toutes ces trois caractéristiques sont en relation avec un aspect. L'aspect, on a l'aspect de la chair, de la bête, de la machine, de la dame et du masque. Mais j'y reviendrai après, et ça, effectivement, vous avez constaté que ça correspondait, effectivement, au seigneur de l'anathème. Donc, vous allez, je ne sais pas, par exemple, l'exemple qui est donné dans le jeu, il est assez parlant, donc je vais le reprendre. On va dire que je demande, je vais de... Bah, voilà, je suis maître de jeu, je dis, bah, tu vas me faire un jet de tir, par exemple. Le tir, le joueur va dire, bah, oui, moi, en plus de tirer, je cours vers l'adversaire, et tout en lui tirant dessus, et donc je choisis la deuxième caractéristique, déplacement. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le maître de jeu choisit la première caractéristique, et en combo, le joueur en choisit une deuxième. Bien entendu, il va falloir justifier cette deuxième caractéristique choisie par le joueur, il ne peut pas prendre n'importe laquelle, et la justifier au niveau roleplay, hein. Il faut que ça rentre dans l'action. D'ailleurs, si ça ne rentre pas dans l'action, le maître de jeu peut augmenter la difficulté, ou même dire que c'est raté. Et donc, vous allez lancer un nombre de D6 égal à la somme de ces deux caractéristiques. Vous allez devoir battre une difficulté, donc qui va de facile, c'est 1, jusqu'à impossible, c'est 15. Quelque chose de difficile, c'est 6. Merci les concepteurs, vous nous évitez de faire des additions de D6, parce que, en fait, les succès, ce sont les chiffres pairs. Donc, un chiffre pair égale un succès. Et il y a un peu plus que ça, c'est-à-dire que les armures vont pouvoir vous donner des overdrives, je viendrai quand on est aux armures, et vous donner des succès automatiques. Par exemple, je disais tir, vous avez sur votre armure un overdrive de tir, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un truc de visée automatique, ça peut être ce que vous voulez. Et si j'ai un overdrive de 1, déjà, ça me donne un succès. Après, je lance mes dés, donc je sais pas, mettons que j'ai 5 en tir et 4 en mouvement, ce qui est déjà pas mal, je vais lancer 9 dés. Je vais garder que les pairs et je vais les comparer par rapport à la difficulté. Si ça dépasse, l'action est réussie. Si c'est en dessous, c'est raté. En sachant qu'on a quand même quelques petites subtilités, c'est-à-dire on a l'échec critique. En gros, bah, votre man dé ne donne aucun chiffre pair. Dans ce cas-là, c'est un échec critique. Donc l'action est ratée. Et vous avez l'exploit. C'est quand vous ne faites que des chiffres pairs. Dans ce cas-là, vous pouvez vous garder les succès que vous avez eus. Hein, comme tout à l'heure, on va dire que je lance 5 dés, j'ai 5 succès. Je garde mes 5 succès. Comme j'ai eu que des chiffres pairs, hein, que j'avais 5 succès, hop, je relance mes 5 dés, et je vais cumuler en fait les nouveaux succès avec ceux que j'avais eu. Donc en fait, admettons que je fasse 3 chiffres pairs sur mon dé, ça veut dire que je fais 8 succès. Alors j'ai un petit bémol sur le truc quand même, parce que question stats, vous avez plus de chances de faire un exploit quand vous avez peu de dés, alors que quand vous êtes moins qualifié, que quelqu'un qui a beaucoup de dés, qui est beaucoup plus qualifié que vous, bah lui, il va avoir beaucoup plus de mal de faire un exploit, et donc un succès critique, on va dire, parce qu'en fait, il est plus fort. Et là, j'ai un peu de mal à voir la justification. Alors, il y en a une qui est donnée, on dit, bah oui, l'exploit, c'est le dépassement de soi, et c'est plus facile de faire un exploit quand on n'a pas toutes les compétences que quand on est vachement balèze dans un domaine. Je trouve l'explication un peu foireuse. Mais bon. Une fois qu'on a fait abstraction de ça, ça roule très bien, et donc du coup, c'est un système relativement simple. Et pour les combats, bah, c'est pareil. Hein. Pour les combats, vous avez la défense et la réaction. Au combat au corps à corps, la difficulté, ça va être la défense de votre adversaire, il va falloir la dépasser. Si vous allez dépasser, vous faites des dégâts. Et au tir à distance, bah, qu'est-ce que ça va être? Ça va être la réaction de votre adversaire. Si vous la dépassez, vous le touchez et vous faites les dégâts. Le système est très simple et, à mon avis, marche très très bien. Voilà, je vous ai parlé de ça. L'overdrive, donc ça donne des succès automatiques. Ah oui.
Alors, bien, les dégâts que vous allez prendre, les dégâts que vous allez prendre, ils vont être absorbés par les champs de force de l'armure, par le blindage de l'armure, et puis après, vous allez prendre les dégâts. Et quand vous prenez les dégâts et que vous tombez après tout ça à 0 point de vie, donc en fait, c'est quand même un jeu héroïque, hein, parce qu'il en faut quand même des dégâts pour foutre un chevalier par terre. Hein. Et ben dans ce cas-là, vous avez une table des critiques qui va voir ce qui vous arrive. Donc à 0, vous êtes à l'agonie, vous tombez, machin, vous n'êtes plus capable de faire quoi que ce soit. Et vous avez une table des vaisseaux aléatoires. Des vaisseaux, n'importe quoi, Fred. Des blessures aléatoires. Donc vous allez dans ces 2d6 et vous croisez. Si vous faites un doublement, bah, vous êtes mort. Hein, voilà, c'est réglé. Et le reste, en fait, vous avez toutes les chances d'avoir des séquelles avec des pertes en force, en machin, en truc comme ça. Voilà, en gros. Et en gros, c'est tout hein, pour le système de jeu. C'est tout. Maintenant, je voulais quand même vous parler en fait des personnages un peu plus en détail et comment on les crée, histoire de vous donner une idée de la chose. Avant de parler de la création des personnages, j'ai complètement oublié de vous parler du mode héroïque que je trouve hyper cool. C'est-à-dire que vos personnages vont accumuler des points d'héroïsme. Hein. Quand ils font, le maître de jeu va donner des points d'héroïsme. Au départ, vous commencez à 0. Vous pouvez en dépenser d'une manière classique, comme les points de héros dans d'autres jeux, hein, éviter de mourir, ce genre de choses. Bon, ça, je vais vous passer le détail parce que on est vraiment dans du classique d'autres jeux. Mais il y a quelque chose que moi je trouve génial, c'est le mode héroïque. Dire mode héroïque, ça ressemble à un mode de déblocage au niveau du combat, hein, comme dans Street Fighter, par exemple. Bah, c'est un peu ça, parce qu'en fait, quand vous avez 6 points d'héroïsme, vous les dépensez d'un coup, les 6, blam, ils dégagent, et vous devenez la vedette, le personnage principal de la scène. Admettons que vous ayez un colosse de chair en face de vous, vous avez vos 6 points d'héroïsme, vous les claquez. Tous les autres joueurs, en fait, ne vont pas... Et vous dites, bah voilà, je lui saute dessus, machin, je lui plante je ne sais quoi dans le chou. Et pour arriver à cet objectif, les autres joueurs vont vous aider. Ils ne vont pas attaquer la créature, ils vont faire des jets qui vont augmenter vos réussites à vous, car personne d'autre ne vous prendra la vedette sur cette action de ce mode héroïque. Et ça, je trouve que cinématiquement, ça peut donner quelque chose d'absolument génial à table et va donner des souvenirs aux joueurs qui l'activent ce mode héroïque à un moment donné, parce qu'ils vont devenir effectivement les héros de la scène, celui qui sauve la situation, voilà, avec toutes les caméras, toutes les lumières sur lui. Et ça, moi, je trouve ça très, très sympa, et c'est vraiment une bonne idée. Alors, le mode héroïque, il est là. Voilà, les autres PJ, en fait, aident le personnage en effectuant des jets. Les réussites obtenues par les autres personnages s'ajoutent aux réussites du héros, c'est ce que je vous ai dit. Après, il fait son action héroïque, il va pouvoir utiliser tous ses modules, ne dépenser aucun point d'énergie pour les utiliser, etc., etc. Je reviendrai après sur les points d'énergie quand on va aborder les armures. Voilà, donc le mode héroïque, c'est ça, et je trouve que c'est vraiment très très bien. Alors, je vais déjà vous expliquer un peu la création d'un personnage avec la feuille de perso. Comme je l'ai dit, celle-là, je l'aime pas. Alors, sachant qu'il y en a une autre qu'on peut trouver qui est un peu plus visible quand même, qu'on peut trouver effectivement sur le site Night. Je vous montrerai à la fin. Donc, chaque personnage va commencer par un aspect. Il a l'aspect de la chair, de la bête, de la machine, de la dame et du masque. En fonction du nombre de points qu'il va avoir là-dedans. Je ne vais pas vous faire le détail, on n'est pas là pour faire le détail de la création de personnage, hein, il faudrait une vidéo complète pour ça. En fonction du nombre de points qu'il va là, ça va lui donner un aspect, alors par exemple la chair, ça représente la puissance du corps. À partir de chaque aspect qui est au-dessus de 5, ça va vous donner en fait le corps de votre personnage, quelque chose, par contre, ça va être une obligation, quelque part, de suivre, en fait, ce truc. Par exemple, la chair, à 6, le personnage est un athlète de haut niveau, sans doute un champion aux muscles saillants. À score de 9, le personnage est un colosse capable de soulever une petite voiture, ou encore d'encaisser des tirs de petit calibre sans broncher. Là, on parle sans armure.
Par exemple, la bête. Alors, la bête, avec un score de 6, le personnage possède des réflexes d'un pilote de course, machin, il peut repérer des détails. À 9, euh, le personnage est aussi éveillé sur le monde qu'un prédateur animal et ses instincts sont sans doute aussi. En sachant que vous allez, à partir de 5, vous allez devoir choisir un adjectif. Un adjectif que vous allez devoir jouer. Vous allez devoir jouer cet adjectif et ils sont pas tous sympas. Par exemple, si vous avez 6, vous êtes obligé de prendre un adjectif de la chair, c'est narcissique, luxurieux, volage, compétiteur, orgueilleux, obsédé, borné, envieux, paresseux. Pour la bête, ça va être colérique, hargneux, agressif, abrupt, brut. Bon, voilà. Pour la dame, ça va être dominant, séducteur. Vous voyez, c'est c'est pas une surinterprétation, donc l'aspect s'impose à vous parce que ça va être votre côté mental en fait, ce qui représente votre personnage, et vous êtes obligé de jouer cet aspect. Donc plus vous avez des points hauts là-dedans, plus cet aspect va être prononcé et va devoir se montrer en jeu, même si ça ne vous arrange pas. Ça j'aime bien, ça donne une personnalité quand même assez punchy, et ça j'aime bien. En sachant que les chiffres qui sont dans la chair, vous voyez, les 3 caractéristiques associées derrière, alors on n'utilise jamais les points là, en fait, hein, pour lancer les dés. On n'utilise que les caractéristiques qui sont ici, sauf que les caractéristiques qui sont ici ne peuvent pas être supérieures à l'aspect associé. Donc si, je ne sais pas, vous avez 4 en chair, vous ne pouvez pas avoir 5 en déplacement, par exemple. Voilà. Ça, c'est un truc. Et ça, c'est les overdrive, mais ça, c'est lié à l'armure. Voilà. Donc, vous allez choisir ces aspects. Après, vous allez choisir les caractéristiques. Hein. Donc là, on vous explique toutes les caractéristiques, à quoi elles servent. Vous mettez des points dedans. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, ça, c'est le système de jeu. Je suis bête, je suis pas dessus. Oh, Fred, t'as perdu le truc. Améliorer son chevalier, on reviendra à la fin. Voilà l'étape en fait de création. Oui, les scores de base. L'archétype, qu'est-ce que c'est? C'est avant que vous deveniez un chevalier du Knight, mais en fait, qu'est-ce que vous étiez? Vous étiez une célébrité, un survivant, un rebut, membre de société secrète, etc. Oui, vous en avez déjà pas mal d'archétypes. Alors tout ça, ça vous donne des points en plus, hein, et surtout du background. Les tirages de cartes des lames du tarot, ça, moi, je les ai pas. Hein, ils étaient dans les financements. J'aurais préféré qu'il y ait une table, à la limite. Bon, vous pouvez tirer en fait des lames de tarot. Hein, il y a les lames de tarot classiques. Et ça, quand vous tirez quelque chose, vous en tirez 5. Et à chaque fois, ça vous donne un truc sur le passé, ça vous donne un bonus, ça vous donne un avantage, mais ça vous donne aussi un inconvénient. Vous en choisissez un parmi les 5 que vous avez tirés. Voilà, donc ça va donner des points en plus encore dans les caractéristiques. Hein, et du background hein, aussi. Hein, et c'est ça qui est bien, ça, associer tous ces petits points associés, parce qu'il y en a encore un, c'est le ou fait. Quel est le ou fait que vous avez fait pour rentrer dans le Knight, hein? Comme je vous ai dit, pour rentrer dans le Knight, il faut avoir fait quelque chose d'extraordinaire. Survivant de la peste rouge, j'en avais pas parlé. Combat de titan, en fait, le personnage a été recruté par le Knight pour avoir combattu et vaincu une puissante créature des ténèbres. Alors vous allez développer tout ça. Il y a des conditions. Vous devez avoir par exemple 4 en chair pour celui-là, et vous allez gagner 1 point dans l'aspect chair et 2 points à répartir comme vous le désirez dans les caractéristiques qui sont liées à la chair. Et on va vous donner des exemples de surnoms. Libre à vous d'en trouver un autre si vous voulez. Voilà, donc tout ça, vous voyez, ça, ce sont tout ce que vous avez fait. Comme on fait, hein, c'est des exemples, parce qu'en fait, vous pouvez en personnaliser un. Et on vous explique comment faire votre ou fait personnel, si vous voulez. On est dans de la chevalerie, il faut un blason et votre vœu. Et là, vous avez en fait de nouveau des blasons à choisir, genre le serpent, c'est le symbole du savoir, mais aussi des ténèbres pour les chevaliers. Et donc, en fait, vous allez découvrir votre vœu, c'est de découvrir les secrets de l'anathème. En dehors du jeu, vous avez des motivations mineures, des motivations majeures, et après, à la fin, on arrive à la méta-armure. On va en parler. Alors, la méta-armure.
Un méta-armure, Merlin en a créé plusieurs. Hein. Jusqu'à présent, il y en a. Elles sont ici. Les voici. Les méta-armures de première génération, de deuxième génération, de troisième, toutes sont disponibles. Donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, les méta-armures, ce qui est rigolo, c'est qu'elles reviennent avec des noms, presque des noms de classe, en fait, de donjons. C'est ça qui est rigolo. Vous avez la méta-armure Warrior, c'est la première qui a été créée. À chaque fois, alors, je vais vous montrer comment ça marche. Vous avez une description de la méta-armure. Donc, toute première méta-armure imaginée par Merlin, blablabla, blablabla. Une méta-armure, en fait, elle a des points d'armure, des points d'énergie et des points de champ de force. Comme je vous ai dit, quand vous prenez des dégâts, vous les prenez déjà sur les champs de force. Après, vous les prenez sur les points d'armure. Ça va endommager votre armure, éventuellement. Et vous allez, après, prendre les dégâts sur vous. Et chaque armure a quoi? Des slots. Des slots, c'est des espaces libres où vous allez pouvoir mettre en gros des gros guns, des détecteurs, que sais-je moi. Donc vous voyez, l'armure Warrior, elle a 10 slots dans le bras gauche, 10 dans le bras droit. Je vous montrerai l'arsenal à la fin. Et vous avez des overdrive de base. Donc elle a un overdrive de 1 en combat, de 1 en déplacement, de 1 en tir et de 1 en dextérité. En sachant que vous pourrez améliorer tous ces overdrive à la quand vos personnages vont évoluer. Donc là, vous avez la méta-armure comme ça, et à chaque fois, vous avez alors, vous avez ou des types, ou enfin des choses, des trucs spéciaux. Par exemple, la méta-armure Warrior, elle n'a pas c'est un peu à part. Elle a des effets, en fait, par rapport à... elle n'a pas de capacité active, voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, l'armure paladin, alors à chaque fois c'est différent. Elle a 8 champs de force, elle a 20 points d'énergie, 120 points d'armure. Les slots sont différents. Là, les overdrives, c'est les mêmes. On vous explique un peu l'armure paladin, ce que c'est. Et là, vous voyez, elle a des effets qu'elle a en elle-même, en elle. Un champ de force Shrine, un mode Watchtower, je vais pas vous faire le détail. Et à chaque fois, quand vous avez des points de gloire, vous pouvez améliorer votre armure. Donc là, 150 points de gloire accumulés, vous pouvez avoir ça comme évolution. 200 points de gloire, le Shrine offre 8 points au lieu de 6, ceux qui sont à l'intérieur de la protection, on va dire. 250 points de gloire accumulés. Les plaques de blindage de la méta-armure sont allégées dans un matériau composite et l'effet qu'elle soit lente et lourde est annulé. Donc les méta-armures à chaque fois, et vous avez un personnage pré-tiré associé. Voilà. Donc les méta-armures. On a l'armure Warrior, on a l'armure Paladin, on a l'armure Priest, toujours avec ses capacités spéciales, l'armure War Master, l'armure Rogue. Alors, je ne sais plus si c'est celle-là qui peut vous... ouais, le mode Ghost, hein, donc elle peut, avec de la nanotechnologie qui réfléchit la lumière, elle peut devenir, vous pouvez devenir invisible. L'armure Ranger, la méta-armure, qu'est-ce qu'on a d'autre? La barde, et la méta-armure Wizard. Alors pour vous montrer un petit parallèle avec les méta-armures Warrior et la méta-armure Wizard. Voilà. Donc la méta-armure Warrior, elle a 8 en champ de force. La Wizard, elle en a 14. Par contre, si vous les passez, elle a plus que 40 points d'armure. Celle-là, elle en a 100. Les points d'énergie, elle en a 40. Celle-là, elle en a 80. Moins de slots. Mais vous pouvez dépenser des points d'énergie, vous voyez. Mode Oriflamme, en gros, c'est vous balancez, je vais pas dire une boule de feu, mais c'est pas très très loin, un jet de plasma enflammé devant vous, vous voyez. Et vous dépensez 12 points d'énergie quand vous faites ça. Alors bien sûr, alors les overdrive, les armes, tout ça, beaucoup consomment de l'énergie pour fonctionner. Pardon. Les méta-armures viennent avec des IA. Certains chevaliers les considèrent presque quasiment comme des amis. Hein, L'IA d'Arthur, elle s'appelle Guenièvre. Il lui parle comme si c'était un être vivant. Voilà.
Voilà, voilà. Alors, je vous ai parlé de slot, et je suis obligé de vous parler rapidement, en fait, de tout ce que... Parce que le gros truc de Knight, c'est la personnalisation de votre armure. Et là, vous avez, vous voyez, les armes standards. Alors, vous avez déjà, au départ, tout ça s'achète PG avec des points de gloire que vous allez accumuler au fur et à mesure de vos parties. Donc ça, ce sont des armes standards, hein, c'est des flingues, hein, grosso modo. Mais vous avez alors là, les armes avancées, genre la mitrailleuse lourde, mais ce sont que des armes comme je vous disais tout à l'heure. Par contre, alors vous avez les armes rares, et ensuite, vous avez... Et parce que ceux-là, il n'y a pas de slot sur ceux-là. Hein, c'est des trucs que vous avez en main, que votre armure tient en main. Par contre, il y en a d'autres. Ce sont des slots. Vous allez obliger, vous voyez, déplacement silencieux. Un slot, ça consomme un slot à chaque jambe. Le slot, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, par exemple, le slot, vous voyez, chaque jambe, il y en a 5 ici. En sachant que à chaque jambe, vous dépensez un slot à chaque jambe, un slot au torse pour vous déplacer silencieusement. Et vous avez des niveaux. Vous voyez, le truc de 10, bah voilà, 10 points de gloire pour acheter le matériel déplacement silencieux. Si vous voulez l'avoir au niveau 2, ça vous coûte après 20 points de gloire pour acheter le deuxième niveau. Donc vous avez un bonus qui est plus important. Et vous avez aussi, alors vous avez vous voyez les armes, là, ceux-là, elles coûtent des slots, le découpeur, l'attaque sur casque, la lame de bras, alors ça va vous passer 2 slots à un bras, par exemple, le canon défensif 2 au slot, imaginez donc l'armure avec un canon au niveau du torse, voilà, vous avez le canon de bras, les pots de roquettes, le canon Sol Invictus, alors bon, vous voyez, vous avez aussi des modules utilitaires, les drones d'espionnage. Donc tout ça, en fait, fait que votre armure, au départ, qui est un peu nue, avec tous ces slots libres, c'est vous qui, en fonction de votre montée en expérience de vos personnages, de votre montée en gloire, ou Camelot, ou le Knight va vous octroyer, en fait, à votre choix, des armes, des équipements que vous allez intégrer à votre armure. Et ça, moi, je trouve que justement, cet aspect, cet aspect qui vous permet de customiser votre armure, c'est assez chouette. Je vous ai parlé des overdrive. Alors, vous voyez, les overdrive, au départ, vous en avez un, selon l'armure. Les overdrive, c'est ce qui va vous donner, je vous ai dit tout à l'heure, elle vous donne un point enfin, une réussite automatique. Genre, vous avez un overdrive en déplacement. Un overdrive en déplacement va vous donner une réussite automatique quand vous utilisez vos caractéristiques de déplacement. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'elle va donner 2 effets. Il y a 5 niveaux à chaque overdrive que vous allez acheter. Il y a 10 points, et puis après 30 points, et puis 50 points, et puis 70 points, et puis 100 points, avec un effet associé. Donc, et là, vous voyez, vous en avez pas mal aussi. Ça, c'est les véhicules. Donc, en fait, pour moi, effectivement, toutes ces méta-armures, c'est le côté custom. Hein. Du coup, personne ne va avoir la même armure parce que va remplir ses slots différemment avec ce qu'il a envie, avec ce qu'il préfère. Quoi. Et donc, vous n'aurez pas la même méta-armure que votre voisin, même si elle est du même type. Voilà, en gros, une présentation assez rapide sur les méta-armures. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je ne voulais pas vous montrer ça. Donc, les points dérivés, j'en ai parlé. Ça, ce sont les valeurs dérivées à la fin de la création de votre personnage. Vous pouvez choisir une section du Knight, hein, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Et les overdrive, bien sûr, augmentent votre
votre force physique, hein, ou votre, enfin, tout ce qui est associé. Hein, par exemple, la chair, ça va, si vous avez un overdrive en chair, ça va augmenter votre force physique. Je voulais retrouver en fait un petit tableau pour vous donner un petit aperçu des points, ce que ça représente en fait pour votre chevalier. Ça doit être... Alors, l'espoir et l'héroïsme, tiens, je viendrai après parce que c'est important dans le lore aussi. Est-ce que je vais la retrouver? Nom de Dieu. C'est dans le système de jeu, mais c'est où? Je ne sais plus. Et j'arrive pas à tourner les pages, ça glisse, c'est horrible. Voilà. Force, poids soulevé, poids porté. Vous voyez, un score de force de 1, vous pouvez porter 10 kg, histoire de vous donner l'échelle. Un score de force de 9, c'est 450 kg, par exemple. En sachant que, en fonction de ça aussi, vous allez pouvoir soulever des voitures, vous avez des armes, en fait, qui ont de la violence, qui n'est pas le même niveau. Alors, parce que les armes ont deux façons de faire des dégâts, contre des autres créatures, ou contre des objets de décor, par exemple. Hein, donc, cette fameuse, c'est la caractéristique violence d'une arme. Hein, vous allez pouvoir péter un mur, passer à travers un mur avec votre armure technologique, etc. etc. Et voilà, et tout de suite ça donne... Alors, violence, vous voyez, par exemple, le découpeur, ben, ça donne 3d6 plus force en dégâts. Par contre, il n'a qu'un niveau de violence, c'est-à-dire que ça ne va pas découper un mur en béton, par exemple. Par contre, vous avez d'autres trucs, c'est le contraire. Alors, un canon de bras fait 3d6, mais aussi 3d6 en violence, donc contre quelque chose de statique, ça va lui infliger également pas mal de dégâts. Voilà, vous avez en fait cette variation. Bon, voilà en gros pour les méta-armures. Alors, comme je vous ai dit, Knight, je voulais parler un peu des secrets, mais je ne vais rien révéler. Tout ce que je vais vous dire, c'est que Knight est un jeu à secret. Pourquoi l'anathème est arrivé? Vous avez des questions d'ailleurs en fait qui sont posées. Alors, je crois que j'avais noté la page. C'était sur le truc vert. C'est bien parce que ça permet de... Est-ce que je vais la retrouver? Peut-être à la fin. Voilà. Les secrets, voilà. Vous avez par exemple de quoi et d'où sortent les créatures. Alors il y a des masques blancs qui arrivent aussi, qui apparaissent sur les murs, ça j'en ai pas parlé. Pourquoi l'océan des ténèbres, en fait, au Proche-Orient est complètement immobile? Les personnages qui s'y perdent, sont-ils encore vivants, sont-ils morts? On n'en sait rien. À quel seigneur appartient cette grande zone obscure? On n'en sait rien. La cicatrice de froid qui sépare l'Afrique, est-ce qu'elle va s'étendre? Quelles sont les choses qui l'habitent? On ne sait pas. Qui a décidé de cette invasion? Ah oui. Les seigneurs sont-ils les dirigeants de l'anathème ou est-ce qu'ils obéissent encore à quelque chose d'autre? Sont-ils présents sur Terre ou est-ce qu'ils dirigent cette invasion depuis leur territoire, et leur créature depuis un autre monde? Donc tout ça, ce sont... Et encore, qui sont les immortels? Pourquoi sont-ils immortels? Sont-ils tous, comme ils veulent le dire, bienveillants vis-à-vis de l'humanité? Tout ça, en fait, tous ces secrets qui me gonflent le plus dans un jeu quand ils ne sont pas expliqués, et bien ici, ce n'est pas le cas. Tout est expliqué dans le livre de base. Hein, comme je vous ai dit, la section MJ est très grosse. Donc, on va vous expliquer pourquoi l'anathème est arrivé, par qui elle est dirigée, différents secrets dont je ne vais même pas vous parler, parce que rien qu'en en parler, ça va donner, ça peut gâcher la chose. Mais tous les secrets sont expliqués dans le livre de base, et ça, c'est un énorme plus. Je déteste tout jeu qui m'explique que les secrets seront expliqués plus tard. Surtout après avoir eu pas mal de jeux où finalement le jeu s'arrête et les secrets ne sont jamais expliqués. Là, c'est pas le cas. Tout est dedans et tout est très cohérent. Et c'est ça qui est bien. Ça tombe pas comme ça par miracle. Il y a quand même il y a une réflexion derrière, hein, pour proposer tout ça dans ce jeu. Et ça, c'est vraiment bien. Bien. Qu'est-ce qu'il me reste à vous parler? Parce que là, je parle. Ouais, encore 2-3 bricoles. Hein. Je vous parlais du cadre, enfin ce qu'on propose comme cadre, les missions, le bestiaire, bref, continuons. Alors,
Je veux pas révéler quand même les secrets, donc je vais passer rapidement quand même là-dessus. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà. On vous parle de chapitre 10, c'est le cadre d'aventure. Notez que c'est dans la section MJ, donc les joueurs n'y ont pas accès. Comment mettre en scène le Knight, les types d'ennemis, hein, les types de décors, des ruines, forteresses délabrées, centre-ville bondé, parce que vous pouvez jouer aussi à l'intérieur des... Bien sûr, vous pouvez jouer politique à l'intérieur des arches. Comment créer votre mission, l'Arche de Londres. Alors là, voyez, là, on parle de l'Arche de Londres, l'Arche de Tokyo, Kyoto. Donc tout ça, on vous dit par qui c'est dirigé. On va vous donner les différents trucs qui les spécifient. L'Arche d'Oslo, en Norvège. L'Arche de Sibérie centrale. L'Arche de Paris, donc, qui est sur la France. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'Arche de la Forêt Noire en Allemagne. Vous voyez, on vous donne des cadres d'aventure comme ça. On va vous décrire ces différentes arches. L'Arche de Manhattan. Vous voyez, c'est quand même assez fourni. Je voulais quand même vous montrer que vous avez pas mal de matériel derrière. L'Arche de Los Angeles. Bref, vous avez tout ça. Et ça, c'est vachement bien. Vous avez les missions. Alors, je ne vais pas vous les montrer, les missions. Les missions, en fait, vous en avez 5. Et vous avez 5 types complètement différents dont... qui vont vous montrer tous les aspects du jeu. Et avoir 5 missions, en fait, 5 scénarios, et ben ça, c'est déjà très bien, là où la plupart des jeux s'arrêtent à 1. Qu'est-ce que je voulais... Le bestiaire. Alors, le bestiaire, ben, je ne vais pas vous le montrer. Mais le bestiaire, on va avoir les créatures, en fait, des différents seigneurs. On va avoir les chevaliers noirs. Alors, je vous ai pas dit, en fait, dans les personnages, parce que dans les Chevaliers Noirs, vous avez, chaque personnage que vous créez, vous avez un certain nombre de points d'espoir. Ces points d'espoir vont baisser selon vos réussites, enfin, selon vos échecs, surtout, et selon le fait que le maître de jeu va vous demander de lancer un dé. Donc, ces points d'espoir vont baisser. Le jour où vous arrivez à 0, vous devenez un chevalier noir, l'anathème vous a envahi, le désespoir vous a envahi, et dans ce cas-là, vous êtes du côté, effectivement, des ténèbres, et vous allez lutter contre d'autres chevaliers du Knight, et donc, du coup, vous pouvez aussi avoir des missions du Knight pour aller combattre des chevaliers noirs quelque part au milieu des ténèbres. Ça va être vachement sympa. Voilà, voilà. Alors, donc, comme je vous ai dit, le bestiaire va vous donner les différentes créatures des différents seigneurs. Ils sont tous différents. Hein. Les créatures de la chair ne sont pas comme les créatures de la machine. Absolument pas. Ils n'ont rien à voir. Vous avez à chaque fois, en fait, ce genre de choses. Donc, je ne vais pas vous le montrer parce que, comme ça, je ne veux pas, effectivement, révéler quoi que ce soit à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est très bon. Bah voilà, j'arrive au bout. Bah non, en fait, non. J'arrive pas au bout parce qu'en fait, vous pouvez aller voir sur... c'est là où j'ai récupéré d'ailleurs cette feuille de personnage, hein, celle-ci. Vous avez sur un site qui s'appelle NightJR, hein, donc NightJRD, enfin, ou GRD, je sais plus, enfin bon. Night, le jeu de rôle, je vous donnerai le lien en dessous, qui est fait par on va dire les créateurs du jeu, et vous avez énormément de ressources. J'ai rarement vu ça à télécharger, énormément de ressources gratuites. Vous avez des codex avec des nouvelles règles, avec des nouvelles créatures, vous avez un tas de trucs comme ça qui pourraient être vendus sans problème, qui sont là en PDF gratos. Hein. Il faut le souligner, vous avez une carte, par exemple. Vous avez la carte, la fameuse carte que je vous ai dit du monde, où est-ce que l'anathème. Vous avez la feuille de personnage qui est ici. Et tous ces différents codex, plus des aides de jeu pour la campagne, car, effectivement, Night vient avec une campagne, la geste de la fin des temps, avec plusieurs arcs narratifs qui vont s'entrecouper et se terminer. En fait, en jouant la geste de la fin des temps, vous allez arriver au bout du jeu, on va dire. Au bout du jeu, au bout de la fin de l'histoire, de l'invasion de l'anathème sur Terre, comment elle va se terminer. Ce sera en fonction de ce que vous réussissez ou vos échecs. Donc la geste de la fin des temps. Hein. Et on reviendra après. Là-dessus rapidement, très rapidement. Bon non. Enfin, non, parce qu'en fait non. Effectivement, la geste de la fin des temps, gros scénar, vraiment très très gros scénar, grosse campagne.
Et non, où ce que je voulais revenir, c'est Paria, parce que je ne veux pas oublier Paria. Paria, c'est un spin-off, on va dire, dont le financement a été un succès, et qui va sortir. Et là, vous allez jouer non plus des chevaliers, mais vous allez jouer les fameux Parias, les fameux rebuts, en dehors des arches. Et je suis assez curieux de voir ce que Simon et Colin vont nous proposer à ce niveau-là. Nul doute que ce sera de la même qualité que ce jeu. Voilà. Je vais passer à ma petite conclusion maintenant sur Night. Alors pour moi, Night offre une ambiance, un setting absolument fabuleux, un mélange apocalyptique, post-apocalyptique, horreur, fin du monde, mélangé avec les légendes arthuriennes, ça donne avec des légendes arthuriennes, avec des chevaliers, avec des grosses armures, des gros guns qui pètent tout sur leur passage. Ça donne vraiment un mélange explosif et franchement jouissif, je trouve. Plus avec toutes ces histoires d'armure que vous pouvez customiser, alors, on s'approche presque un peu des codes de jeux vidéo avec toutes ces améliorations qui vont venir et qui sont quelque part vachement qui vont récompenser vos joueurs et ils seront très contents de voir leur armure évoluer avec tout ce qui va bien. Night a 10 ans, c'est un énorme jeu pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. En fait, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Je m'y étais pas intéressé avant. C'était une erreur. C'est vraiment un énorme jeu. Voilà. Et donc, plus toutes ces ressources en accès libre pour améliorer votre expérience du jeu, plus Paria qui arrive, plus la geste de la fin des temps. Eh bien, tout ça fait que, pour moi, Night, je vous le recommande quand même chaudement si ce mélange légende Arthur, enfin chevalier de la table ronde, technologie et horreur fin du monde vous branche. Hein, ça peut très bien ne pas brancher. Hein, ça je veux bien comprendre parce que c'est quand même assez typé. Hein, on est bien d'accord. Mais franchement c'est à découvrir. Et en tout cas moi ce qui m'a vraiment fait ce qui m'a vraiment plu, en fait, c'est toute la cohérence du monde. Le monde est très cohérent. Il n'y a pas de truc qui arrive sur les cheveux sur la soupe. Autant, par exemple, Torque, j'ai pas trouvé toujours ça très très cohérent. Autant Night, lui, comme tout est expliqué d'une manière cohérente en plus, et vous aurez compris que les tenants et les aboutissants de cette invasion, de cette fin du monde annoncée, et de ces chevaliers qui sont là pour la combattre. En tout cas, Night, un excellent jeu. Moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Donc, bon, cette vidéo est sans doute longue, comme d'habitude. Veuillez m'en excuser. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et comme d'habitude, un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, ça me fera énormément plaisir et fera grandir la chaîne et lui donnera de la visibilité. En tout cas, merci beaucoup. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.